Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de 3 autres podcasts, Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité, Histoire de mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La reco de Fabflo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant 1 heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Riyad Sattouf, qui est auteur de BD, dessinateur, réalisateur césarisé au cinéma grâce au film Les Beaux Gosses. Riyad a sorti ces dernières semaines le tome 5 de l'Arabe du futur, la saga dans laquelle il raconte sa jeunesse au Moyen-Orient, entouré de son père syrien et de sa mère française et de ses 2 frères. On retrace son histoire depuis son enfance où il découvre très tôt, trop tôt d'ailleurs, Conan le Barbare, jusqu'à ses études dans l'animation au Gobelin à Paris, qui l'amènera à partager un atelier avec Johann Sfar et Blanc. On discute aussi de ses débuts dans le monde de la bande dessinée, puis son expérience contrastée au cinéma, d'abord un énorme succès avec Les Beaux Gosses, puis une plantade avec Jackie au Royaume des Filles, que moi, à titre personnel, j'ai adoré. Riyad nous raconte comment il s'est remis de cet échec et nous explique comment il arrive encore à se renouveler aujourd'hui et pourquoi il est à ce point intéressé par le monde de l'adolescence. Un grand merci à lui pour sa confiance, je suis vraiment heureux de vous proposer cet entretien avec lui. D'ailleurs, tant que je vous ai, la semaine prochaine je sortirai un épisode le jeudi 24, mais je profiterai de la semaine entre Noël et Nouvel An pour me reposer un peu. On reprendra ensuite un rythme normal début 2021. Un grand merci à vous pour votre écoute et je vous souhaite un bon moment en compagnie de Riyad Sattouf. Ah, peut-être qu'on va l'entendre un peu, mais... Alors, regarde, si je fais comme ça, peut-être. Mais en même temps, c'est mieux d'entendre un peu la rue, ça fait un peu plus ça fait live. street. Ça fait street credibility, ça fait pas mec dans les locaux de son éditeur en train de se la jouer. C'est comme si on était au parc. Avec un mur de livres derrière lui. C'est tout en audio, tu sais, maintenant. Donc, en fait, tu pourrais être en slip, que ça serait très bien. Mais je suis plus si Mademoiselle, tu sais. Ah bon, ouais, j'ai revendu, j'ai quitté, enfin, tu vois, hop là. Tu es un homme extrêmement riche maintenant. Oh, alors, non. J'ai mal revendu, j'ai confondu un zéro, en fait. Je pense que je suis moins riche que toi, j'aurais dû faire... Ah, ça, bien sûr. Non, mais ça, J'aurais pas dû... Faut pas monter des médias si tu veux devenir riche, tu sais, ça, c'est pas la bonne... Faut monter Amazon. Oui, c'est vrai. Bon, je suis très content de t'avoir dans le podcast. Ça fait longtemps que je te cours après. Ça me fait plaisir de t'avoir. Dans l'histoire de succès, on va repartir un petit peu sur toute ton histoire. D'accord. La première question que je pose déjà, c'est compliqué de te définir parce que t'es vraiment plein de choses. Est-ce que tu te définis aujourd'hui comme auteur de BD ou alors tu te définis comme raconteur d'histoire? Je ne sais pas. Oh, je pense quand même que je suis fondamentalement, je me vois moi-même fondamentalement quand même comme un auteur de bande dessinée. C'est le moyen d'expression qui me plaît le plus, qui me transporte encore. J'ai envie de faire des nouveaux livres. J'achète des bandes dessinées en édition originale. J'ai encore de l'amour sans fin pour les BD qui m'ont plu quand j'étais. Enfin, je sens bien que j'ai un lien particulier avec la bande dessinée qui est alors. Toutes les autres choses que j'ai pu faire m'ont été apportées par la bande dessinée. J'ai pu faire du cinéma grâce aux bandes dessinées qui ont plu à ma productrice Dominique Toussaint. J'ai pu de faire un peu acteur à cause justement mais aussi mes bandes dessinées sur le réel, etc. Donc mais c'est vrai que c'est la bande dessinée qui est le centre de tout ce qui me plaît et ça l'est devenu encore plus fondamentalement après l'échec de mon deuxième film, Jackie au Royaume des Filles, où là, je suis revenu à la bande dessinée de laquelle je m'étais un peu éloigné pour faire du cinéma, justement. Et comme si la bande dessinée m'avait dit « Non, mais reviens, c'est avec moi que tu dois être. Tu vois, c'est ça que t'aimes. » Et en fait, c'est vrai, je me suis rendu compte que j'étais seul dans une pièce avec mes feuilles et mes crayons et mes trucs. J'avais besoin de convaincre personne, j'avais besoin d'expliquer à personne mes idées, de vouloir avoir une attitude correcte dans mes explications pour que ce soit compris dans le bon sens. Enfin voilà. Et j'adore ce rapport solitaire, en effet, à l'écriture et au dessin. Mais c'est sûr que c'est tellement pas le même métier. Sur un film comme genre Les Beaux Gosses ou Jackie, t'as une équipe de combien de gens à diriger? Non, bien sûr. Alors après, c'est vrai que
En effet, ça n'a absolument rien à voir. Bon, moi, j'ai fait des études de cinéma, d'animation. Alors, ça n'a pas grand-chose non plus à voir avec le cinéma, avec des acteurs, mais la narration cinématographique, c'est quelque chose qui me plaisait énormément aussi, qui a toujours été un fantasme. Bon, alors, c'est un fantasme pour beaucoup de dessinateurs, hein, même s'ils l'assument pas tout le temps. La plupart on pense toujours qu'à un moment, on pourrait faire des plans, que quand on dessine, une sorte de mise en scène cinéma, etc. C'est pas complètement faux, mais c'est pour réussir à obtenir ce qu'on a dans la tête, à le transformer en mots et en direction d'acteur, direction de technicien, etc. C'est une autre paire de manches. Oui, ça c'est vrai. T'es sûr que c'est plus simple de dessiner Game of Thrones que de réaliser Game of Thrones? Alors c'est vrai, même si je pense quand même que dessiner Game of Thrones est quand même compliqué. Oui, c'est sûr. Disons que c'est plus facile de faire c'est d'avoir de faire la place d'une ville avec 2000 figurants qui font un truc chacun en dessin que de le faire réellement, parce que voilà, il y a tout un aspect voilà, ça demande beaucoup plus de compétences pour que simplement soi-même avec soi-même, quoi. Alors tu sais que tu me flingues un peu ma première question parce que et en général ça marche très bien sur tous mes invités parce qu'ils n'ont pas l'habitude de répondre à ça, mais ma première question c'est à quoi ressemblait Riyad quand il avait 7-8 ans? Le truc c'est que toi tu l'as raconté dans tes livres en long, en large et en travers, donc je suis un peu perdu. Ah bah oui, c'est vrai que c'est ce que je raconte dans l'Arabe du futur. C'est vrai qu'à 7-8 ans, j'étais un garçon à peu près normal. Je commençais déjà à perdre un peu mes cheveux blonds platine merveilleux. Et puis je dessinais beaucoup. J'adorais. Je m'imaginais déjà. Je faisais déjà des récits un petit peu, des débuts de récits avec des couvertures de livres. J'écrivais déjà un peu mon nom en haut des couvertures. J'imaginais déjà Mais voilà, j'adorais jouer. Ouais, c'est vrai que je jouais énormément au Lego, trucs comme ça. Je m'inventais des trucs. J'étais pas très sociable. Voilà, je commençais à pas être très sociable. Je préférais la compagnie de mon cerveau que la compagnie des autres. C'est vrai que oui, tu l'expliques après pas mal tout au long de tes tomes. C'est marrant en fait parce que sur ta page Wikipédia, il y a un truc qui dit par sa grand-mère maternelle, il est issu d'une famille de Terre-Neuvas et descendrait du corsaire et capitaine au long cours Vincent François Tranchant. Et il y a écrit source insuffisante. Alors qu'en fait, si je me trompe pas, c'est quelque chose dont tu parles dans l'Arabe du futur tome 1. Mais pour Wikipédia, c'est pas une source. Oui, mais alors Wikipédia, c'est vrai que c'est assez particulier. Pendant très longtemps, c'était marqué dans Wikipédia que j'avais habité en Algérie. Et en fait, à chaque fois que je voulais changer, parce que c'était repris par les journalistes, et à chaque fois que je voulais changer, il refusait que que le truc change. Donc en fait, c'est vrai que Wikipédia, c'est pas une super source non plus. En fait, ta propre source à toi n'est pas une source suffisante. Il faut qu'il y ait un média qui vienne, sans doute, détailler. Enfin, moi, je sais parce que sur Mademoiselle, il y a des trucs complètement débiles. Et à chaque fois que j'essaie de changer, ils me disent non, comme un média n'en a pas parlé, tu peux pas. Donc oui, c'est ça. C'est un peu. C'est bien là, on en parle dans un média, donc tu vois. Je vais leur dire, vous pouvez changer, vous pouvez modifier désormais. Est-ce que c'est une source suffisante ou pas? Il paraît aussi qu'il y a toute une histoire par rapport à Tintin quand t'as 5 ans, où ça te fait faire un déclic, c'est ça, par rapport à la bande dessinée, en fait, un peu plus tôt? C'était assez simple en fait. J'habitais dans un petit village en Syrie où il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de librairie, personne ne lisait. J'ai jamais vu personne lire le moindre livre. Ils avaient il y avait une absence totale de vie culturelle autre que la télé, mais la télé, il y avait quasiment rien. Il y avait juste des dessins animés japonais le soir pour les enfants et des séries, des telenovelas égyptiennes, pas terribles. Donc il y avait aucune vie culturelle. C'est vrai que ma grand-mère bretonne m'envoyait de France assez régulièrement des colis avec à la fois des cadeaux, des trucs dont on pouvait manquer en Syrie, et notamment aussi des bandes dessinées, donc les Tintins. Et j'adorais ça parce qu'en fait, c'était le moment où j'apprenais à lire le français. Ma mère m'apprenait à lire le français, où j'apprenais. Et en fait, j'ai découvert la lecture avec les Tintins. J'ai appris à lire les mots dans les Tintins. J'ai pas eu une multiplicité de livres pour diluer mon attention Donc c'était vraiment fixé sur les Tintins. Et surtout, j'étais fasciné. Enfin, il y a plein de choses de la vie ou du monde que j'ai vu d'abord en dessin dans des Tintins, avant de les voir même en photo. Parce qu'Internet n'existait pas, à la télévision il y avait rien, enfin il y avait pas de description du monde, on pouvait pas regarder de documentaires ou de choses comme ça. Donc par exemple, je sais que les montagnes enneigées, par exemple, la première fois que j'en ai vu, c'est dans Tintin au Tibet, par exemple. Et je savais pas vraiment ce que c'était. Alors
de mon village, on voyait une sorte de montagne au Liban. Je trouvais ça hallucinant, mais qui était très très loin et qui apparaissait seulement quand le ciel est très très clair. Mais il y a par exemple, les forêts tropicales, par exemple, dans le Trésor de Rackham le Rouge, je l'ai vu dans des Tintins. Les voitures anciennes, je les ai vues dans les Tintins. Enfin, la description du monde. Et donc, pour moi, c'était une sorte d'objet qui existait un peu comme la terre ou comme le ciel. Et en fait, quand j'ai appris que c'était un être humain qui faisait ces livres, et qu'on pouvait les dessiner, qu'on pouvait choisir, voilà, c'est vrai que là, ça a été un déclic, parce que je me suis dit, ah, mais moi, je veux faire ça, en fait. Je veux créer des choses pour montrer des choses aux gens qui n'ont peut-être pas vu ou qui verraient pour la première fois dans mes livres. Waouh. Amazing. This is heartbreaking, so inspiring. This is amazing. T'as tout un truc aussi avec Conan le Barbare. Je pense que c'est important d'en reparler parce que t'en parles beaucoup. Je pense que c'est dans le tome 3 de l'Arabe du futur. C'est une vraie histoire, ça, où tu dessinais vraiment. Donc t'as vu Conan le Barbare et après tu dessinais des barbares sans arrêt. Oui, alors c'est toujours pareil. Dans cette période-là où il y avait très très peu de choses culturelles à digérer, etc. Quand on habitait en Syrie, je voyais des films. Alors j'ai vu le film de John Milius, Conan le Barbare, avec Arnold Schwarzenegger, qui n'est absolument pas un film pour enfants. Oui. Et je l'ai vu extrêmement tôt, donc genre vers 7-8 ans. C'est un film ultra violent, mais très rude. Et le début de Conan le Barbare est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est vraiment... Il y a quasiment pas une parole qui est prononcée. Il parle quasiment pas. Il parle pas. Et je me rappelle en effet que le corps d'Arnold Schwarzenegger a été un choc esthétique pour moi, parce que je me suis dit que ça allait être le corps de l'adulte, de l'âge adulte. Pour moi, c'était les hommes quand ils devenaient grands. Alors j'attendais le moment où j'allais grandir, et à un moment, j'allais peu à peu voir mes muscles sortir et que je me transformerais en Schwarzenegger. Et donc c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et le corps d'Arnold, je peux le dessiner presque de mémoire. Je sais l'emplacement de ses muscles, ses postures, sa tête. Enfin voilà, c'est vrai que ça a été parce qu'en fait, il a l'air à la fois d'un homme très puissant et en même temps, il a un corps très féminin. Ses pectoraux, on dirait un peu des seins. Enfin, il y a une sorte de flou. Comment dire, c'est trouble. Voilà, son physique est trouble. J'ai l'impression que ça t'a beaucoup marqué, justement, ce truc de pas avoir ce corps au final, au fur et à mesure, et notamment à l'adolescence, où t'as pas la sensation que t'as tes muscles qui sortent. Après, c'était aussi parce que j'étais feignant, donc il suffisait que je fasse un peu de sport, je pense, pour que. Mais bon, voilà, la vie a fait ce qu'elle est. C'est plutôt aujourd'hui, à 42 ans, que je commence à faire du sport un petit peu en me disant, faudrait que. Mais c'est vrai, quand on est jeune, il y a toute une. On prend pas forcément conscience de tout ce qu'on devrait faire pour plus tard, mais c'est normal, en fait. C'est ça la jeunesse en fait. Ouais. Oui, c'est ainsi. Si j'avais été plus jeune, si j'avais pris conscience de choses, je n'aurais pas refait les choses de la même façon. Je serais devenu très musclé. Je serais une sorte de Stallone français. Non, mais sans doute que le temps que tu aurais passé à pousser de la fonte, tu l'aurais pas passé à dessiner. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est il est permis aux gens de pouvoir avoir un corps comme celui de Schwarzenegger. C'est possible. Ça demande un travail gigantesque et une souffrance permanente. Et c'est quelque chose aussi qui je trouve fascinant, c'est que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à avoir mal, en fait. Il a passé sa vie à souffrir tout le temps. Pour avoir des muscles comme ça, c'est une douleur permanente. Puisqu'on se déchire les fibres musculaires à longueur de temps pour les faire reconstruire, c'est très mauvais pour le cœur. Enfin, il y a tout un. Mais voilà, c'est vrai que à la fois son corps, l'effort qu'il a mis à faire son corps, l'espèce de désir mégalomane de devenir l'acteur numéro 1 des plus gros films, en ayant un nom imprononçable, avec un accent horrible, en jouant particulièrement mal aussi. Enfin, toute sa vie, son destin, ça me plaît beaucoup. Mais ça rejoint aussi ce que je raconte dans le tome 5 de l'Arabe du futur, c'est que j'étais très intéressé par la vie des artistes, entre guillemets, ou des créateurs, presque plus que par leurs œuvres. Ah oui. Je sais que, par exemple, Moebius, Drouillet, ou Bilal, ou Saint-Exupéry, j'adorais lire leur biographie, enfin, savoir ce qu'ils faisaient de leur journée, pour essayer de m'identifier, de me dire, ah ouais, mais moi aussi, c'est pareil. Moi aussi, je dessine très tard le soir. Personne ne me commandait des dessins, mais je pensais que ça faisait partie du métier d'auteur de BD de faire des nuits blanches, par exemple.
Je sais que voilà. Tu dis que personne te commandait de dessin, mais tu racontes dans la Rap du futur que, enfin, notamment dans le tome 5, que tu as réussi à te faire apprécier, au collège notamment, où c'est une période quand même difficile, grâce à ton dessin. Oui, bien sûr, oui. Alors ça, non, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, ça faisait partie des fantasmes professionnels que je pouvais avoir pour le futur. Je me disais, il est important à un moment de se faire commander des dessins par des gens, voilà. Moi, je me rappelle quand j'ai signé mon premier contrat avec Dargaud, j'étais sans aucune raison. Je me rappelle, j'étais en atelier avec Mathieu Sapin, Christophe Blain et Johan Sfar. Et je me rappelle, on commençait avec Mathieu, on avait signé nos premiers livres d'auteurs complets, etc. Et on se faisait des nuits blanches pour finir nos pages. Mais sauf qu'en fait, personne nous demandait de le faire particulièrement. Ah en fait, oui. il y avait même pas. Enfin, il y avait un peu des charrettes, mais c'était même pas. Enfin, les éditeurs, ils partaient en week-end. Genre, ils voulaient avoir les pages le vendredi pour les lire tranquillement, peut-être le week-end. Nous, on faisait des nuits blanches, qu'on pensait que ça faisait partie du métier d'auteur de BD, que fallait se défoncer, parce que Moebius faisait des nuits blanches, Drouillet prenait des drogues, etc. Donc, il y a toute une imagerie, une mythologie de l'auteur qui m'intéressait beaucoup. Je voulais te parler justement de cet atelier qui, pour moi, c'est un truc un peu particulier parce que vous vous retrouvez à 4 à monter un atelier. À l'époque, vous êtes très peu connus, enfin, vous êtes des jeunes dessinateurs. Vous êtes tous devenus des stars de la BD depuis. Justement, tu as la sensation qu'il y avait une forme d'émulation entre vous à ce moment-là. C'était un peu l'objectif de vous dire, ok, on va se regrouper pour se tirer vers le haut, je sais pas. Quand on a monté cet atelier, en fait, Johan Sfar et Christophe Blain, c'était quand même déjà des auteurs très reconnus. Déjà dès 2000, dès début. Oui, de toute façon, moi je me rappelle l'année où on s'est installé en atelier, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Christophe Blain avait eu le prix à Angoulême pour Isaac le Pirate. Ah ouais, putain, et Johan Sfar, il avait sorti le tome 1 du Chat du Rabbin, je crois. Non, Mathieu Sapin et moi, on était les espèces de débutants. Et j'avais été mis en contact avec Sfar et Blain par Émile Bravo, qui était un dessinateur de BD à l'époque qui avait été en atelier avec eux. Et que je connaissais bien et qui était un copain que j'avais rencontré dans un festival de BD. Et on s'est retrouvés dans cet atelier. Et c'est vrai que ça a été un endroit très important parce que déjà, j'ai pu voir comment travaillaient Blain et Sfar. Ce qui était, moi je me rappelle, j'avais ma table à un moment, je m'étais retrouvé, ma table était à côté de celle de Blain. Il était près de sa fenêtre. Il y avait les pages de Isaac le Pirate, tome 3, qu'il était en train de dessiner. Et j'en revenais pas de voir ces dessins hallucinants. Je me dis, mais c'est vraiment les dessins de Blain qui sont juste à côté de moi. Mais surtout, il y avait un côté, et en même temps, ça permettait aussi de démystifier, ou je sais pas comment, on voyait bien qu'ils passaient par des périodes de doute, de la façon dont ils écrivaient. C'est vrai que par exemple, Sfar, un de ses grands conseils, il m'a dit, mais vas-y, écris des scénarios, et en fait, c'était tout bête comme conseil, mais simplement le fait de dire, mais il suffit d'écrire des pages, il faut y aller, puis tu fais plein de projets, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas comment... C'était tout bête, mais c'était pas forcément ce que j'avais dans ma tête. Je me disais, il fallait d'abord réfléchir à un thème, réfléchir à une construction, faire tout un truc et tout. En fait, il y avait une part d'inconscient, une part d'instinct dans la façon qu'avait Sfar de faire ses BD, que j'ai copié, en fait. Parce que je me dis, mais oui, en fait, ça peut être plus simple. On fait les choses et après, on les regarde. Et c'est vrai que Émile Bravo aussi faisait ses bandes dessinées comme ça. Et donc ça s'est passé comme ça. Mais alors, c'est aussi grâce à cet atelier que je pense j'ai aussi trouvé les choses ma façon de travailler telle que je voulais le faire. C'est quand on était dans cet atelier, Sfar et Blain étaient incroyablement avaient une influence très importante sur beaucoup d'auteurs de BD. Il y avait beaucoup de dessinateurs qui dessinaient dans leur style, qui étaient un peu des sous Sfar, sous Blain, etc. Ils faisaient plein de petits traits, des dessins en étant moins talentueux forcément, parce que quand on fait du sous quelqu'un, on est quand même un peu... Et donc moi, je voulais absolument ne pas faire la même chose, ne pas être un sous eux. Donc, je pouvais pas faire des petits traits, je voulais pas faire des petits traits, je voulais pas faire, par exemple, Sfar, il faisait Donjon, donc je pouvais pas faire de l'heroic fantasy, alors que j'adorais ça.
Blin, il faisait des BD historiques avec Isaac le pirate, des BD d'aventure, des BD. Je pouvais pas faire ça non plus parce qu'il était déjà dans le truc. Mathieu Sapin, il faisait des bandes dessinées de surréalistes un petit peu avec Super Murgeman, etc. Et donc je me suis dit, moi, faut que je trouve, je vais faire quelque chose qu'aucun des trois ne fait, c'est-à-dire décrire le monde réel et parler du quotidien, de ce que je vois. Et finalement, c'est vrai que ça me touche parce que c'est ce que j'expérimente dans ma vie de tous les jours, les mecs que je croise, etc., ce que je vois dans la rue et que les autres ne voient pas forcément, ou parler de l'adolescence, etc. Enfin, des sujets qu'aucun de mes autres collègues d'atelier n'abordait. Et c'est comme ça que je me suis construit un petit peu par rapport à eux. Voilà, c'est vrai que c'est important, je pense, quand on est un jeune auteur, de pas d'essayer de trouver sa propre spécificité et de pas se laisser enivrer par c'était Moebius qui disait qu'il y avait des dessinateurs qui sont radioactifs, et lui-même en était un. C'est-à-dire ils sont tellement puissants qu'ils influencent les autres auteurs malgré eux en fait. Il y avait beaucoup de sous Moebius aussi à une époque. Et aujourd'hui, par exemple, celui qui a beaucoup de sous lui-même, c'est Bastien Vives. Il y a beaucoup d'auteurs de BD qui ont repris ses tics comme si c'était lui. Enfin, souvent je tombe sur des dessins et je vois il y a des nanas dessinées un peu en contre-plongée avec des têtes un petit peu conscientes comme ça, ou des profils avec une nana qui regarde un peu sur le côté. Et il y a même dans les livres pour enfants, on se dit c'est marrant, il y a des dessinateurs comme ça qui influencent les autres. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment fuir au maximum. Enfin, j'avais peur que dans mon dessin ressorte, on me dise c'est un peu du sous machin ou voilà. Donc c'est vrai que je me suis construit comme ça en parlant le négatif en fait. T'as la sensation qu'il y a des auteurs qui font sous sa touffe aujourd'hui, qui font du sous sa touffe ou... Mais il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Et je leur souhaite de lire Penser pour moi-même de Marc Aurèle afin qu'ils s'améliorent et se trouvent leur destin et un meilleur chemin dans la vie. Mais voilà, moi je suis pas un virtuose du dessin comme peuvent l'être Blin, comme peut l'être Moebius ou comme peut l'être aussi Vives par certains aspects. Mais t'as un style aussi. J'ai un style, non, c'est vrai. Mais voilà. Mais les petites en fait, flèches avec les. Moi, ça me dérange pas du tout en fait. Le fait potentiellement d'avoir des sous moi-même ou des choses comme ça me dérange pas. Mais moi, quand je me suis construit, je voulais pas tout de suite être affilié à un ou je préfère être un sous quelqu'un d'ancien. Par exemple, un très mauvais sous Hergé ou un très mauvais sous Crumb ou un très mauvais sous... Pas un contemporain. Voilà, pas un contemporain, voilà, c'est ça. Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Je me demandais aussi, en fait, très très tôt, t'as commencé à raconter ta vie, mais t'as aussi commencé à raconter la vie des adolescents. C'est fou parce que je pense qu'en plus, à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais je pense qu'en plus, à l'époque, on regardait toujours du monde adulte, même du monde des jeunes adultes, on regardait l'adolescence avec un peu de dédain. Et j'ai la sensation que t'as peut-être été même, je pense, l'un des tout premiers auteurs que j'ai lus, où t'avais un regard à la fois toujours bienveillant, en fait, même si tu t'en moquais un peu. Tu sentais qu'il y avait toujours un fond où tu les regardais avec beaucoup de bienveillance. Je me demandais un petit peu d'où ça venait, cette bienveillance. Et tu vois, en général, quand on est jeune adulte, on a tendance à vouloir ne pas y retourner, tu vois. Et donc à regarder tout ça avec beaucoup de distance, en disant non, ça, moi, je veux pas y retourner. Qu'est-ce qui fait chez toi que t'as eu cette bienveillance-là envers les jeunes que tu voulais décrire? Bon, je sais pas. C'est vrai que c'est pas intellectualisé, en fait. J'ai eu envie de retourner vers ces thèmes-là parce que j'y étais il y a très très peu de temps en fait. C'est vrai que j'ai commencé la bande dessinée très très jeune, à 21, 22 ans. Ouais, c'est-à-dire à 21, 22 ans, 6 ans avant, j'étais encore au lycée. En fait, j'étais même pas, j'étais au collège en fait. Encore, il y a un côté un peu vertigineux. C'est vrai que là, à 6 ans d'où on est aujourd'hui, je sortais le premier tome de l'Arabe du futur, donc c'est vrai que la vie se distend donc c'était pas. Moi, je sais que dans les livres que je fais, il y a une grande part d'inconscient psychologique en fait. Et c'est pas vraiment moi qui décide les livres que je vais faire ou qui décide même forcément les choix que je vais faire dans ma vie. Je sais pas comment dire. C'est assez marrant. Moi, je m'imagine
déjà, enfin, par exemple, moi je trouve que les hommes les plus classes du monde, par exemple, c'est les guitaristes de hard rock, par exemple. Ok. C'est Kerry King de Slayer, c'est des mecs, des sortes de bikers tatoués qui ont des énormes moustaches, des trucs. Et une part de moi pense que je suis l'un de ces mecs. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, j'adore les auteurs que je préfère. J'aime beaucoup l'heroic fantasy, la science-fiction. Je vais voir tous les films de science-fiction et j'ai l'impression d'être aussi un auteur de science-fiction. Donc, j'ai l'impression d'être un auteur de science-fiction biker avec des tatouages et qui est un pro de la guitare, qui joue dans des groupes de métal, etc. Ça, c'est mon moi conscient. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et en fait, il y a une part profonde de moi qui dit, attends, fais ton truc et moi je fais autre chose. Et en fait, je me rends bien compte que les livres que je fais, c'est pas vraiment de la science-fiction et que j'ai pas l'air d'un biker. Mais il y a deux parts. Enfin, j'ai deux moi-même. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a une part profonde qui décide pour moi ce que je fais vraiment. Et il y a une autre part un peu plus légère ou fantasmatique. Je sais pas comment fantasmer, mais qui n'a pas de. Et c'est pour ça que j'ai pas non plus l'angoisse de la page blanche, par exemple, parce que je sens bien que c'est pas moi qui contrôle complètement. J'ai pas l'angoisse de me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant comme prochain livre, je sais pas, oh là là, qu'est-ce que je vais, oh peut-être que je devrais faire de la science-fiction, je vais faire de la science-fiction. Et ben, enfin ça me fait, j'ai pas ce genre de, c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de dire à un moment j'ai décidé de m'intéresser aux jeunes, je sais pas, c'était parce que je ressentais des émissions qui venaient de l'extérieur, voilà, et j'avais envie de C'est fou, hein, vraiment. Non, c'est vraiment un mystère pour moi, tu vois. La façon dont tu montres les jeunes. Et en plus, je pense que tu as impulsé aussi ce regard bienveillant. Et après, avec Les Beaux Gosses, un peu plus tard, qui a eu un grand succès, où j'avais la sensation, avant toi, que le monde de l'adolescence, en tout cas en France, il était toujours dépeint de façon un peu moche, quoi, tu vois, un peu moqueuse. Non, mais peut-être, mais c'est vrai que moi, je sais pas, quand j'étais ado, je me sentais pas du tout concerné ou représenté entre guillemets par toutes les représentations qu'il pouvait y avoir de l'adolescence que je pouvais voir dans la culture populaire. Alors ça allait de Hélène et les garçons ou à Seconde B ou au truc Beverly Hills et machin. En fait, pour moi c'était un autre univers. Je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus marrantes il y aurait potentiellement des choses plus marrantes à faire, plus bizarres, plus étranges à faire. Alors même au cinéma, en fait, je me rappelle, il y avait les teen movies, ils étaient tous plutôt terribles. Avec Sophie Marceau, là j'ai oublié le film extrêmement connu là. La Boum. La Boum. Ouais. Et par exemple, il y avait un personnage dans La Boum qui était un mec extrêmement moche et tout le monde se moquait de lui durant tout le long du film. Moi, j'avais envie de voir un film sur ce mec. Je trouvais ça plus marrant. Ça me semblait plus. Pourquoi est-ce qu'il était, on partait tous du principe qu'il fallait rire de lui et qu'il était horrible et que c'était un mec qui était évacué. Enfin, voilà, c'est aussi par la négative en fait que je me suis retrouvé à faire tous ces trucs-là. Ça manquait dans ce que je voulais voir, donc je les ai fait moi-même. Je sais pas comment l'exprimer autrement. C'est fou. Et je voudrais, pour revenir un petit peu à ton histoire de toi fantasmé. En fait, j'ai la sensation que tu as un rapport à la masculinité. Tu sais, j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de mecs où je fais parler des mecs, de masculinité, etc. Et t'es un peu un mystère aussi pour moi, tu vois, parce que t'as cette façon de présenter les mecs. Et j'ai l'impression que tu t'es construit en tant que mec, à la fois dans les codes de masculinité, donc avec Conan le barbare, etc., mais tu t'en es toujours très éloigné, en fait. Je sais pas comment t'as vécu, comment t'as grandi, toi, avec le temps à travers ça. En fait, c'est assez simple. C'était aussi parce que j'étais pas conforme à. Enfin, ça demandait un effort très important pour moi d'être conforme à la représentation exigée par la société de ce qu'est un super garçon, par exemple. Ou un super garçon, quand j'étais ado, c'était un mec qui adore le sport, qui est extrêmement beau, etc., mais qui en même temps a une sensibilité, n'hésite pas à la montrer à certains moments, touche les seins des filles, mais seulement quand elles le veulent bien, mais en même temps c'est qu'à ces types musclés que les filles veulent bien montrer leurs seins. Enfin, il y avait tout un truc, et ils ont des grosses voix, ils sont en même temps
Et en même temps, ils ont des orages intérieurs alors qu'ils sont très beaux quand même. Enfin, il y avait tout un... Je sais pas comment expliquer. Moi, voilà. Et c'est vrai que moi, j'avais une voix très efféminée, par exemple. Et on trouvait tout le temps... Enfin, on a toujours pensé que j'étais homosexuel, par exemple. On me le faisait sentir, on me le faisait dire, et ça continue aussi aujourd'hui. Alors moi, ça me dérange absolument pas. Mais je me disais, mais pour quelle raison? Enfin, ça m'a interloqué. Je me dis, mais... Attends, j'ai une voix un peu efféminée, mais pour quelle raison est-ce que ça signifierait être homosexuel? Et pourquoi est-ce que, alors que je suis quand même extrêmement obsédé sexuel par les filles, enfin, je suis très attiré, j'ai pas de... C'est vrai que j'ai une voix efféminée. Pourquoi est-ce que la société, pourquoi le côté efféminé est forcément quelque chose qui va être dégradant pour un homme, vu comme dégradant et pourquoi être homosexuel est quelque chose de dégradant? Ça, c'était un truc très rapidement, j'ai été éveillé à ça parce que je me suis dit, moi je me disais, mais c'est incroyable si, alors c'est rigolo parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi quand j'étais en Syrie avec les Juifs. C'est comme en Syrie, quand je racontais dans mon village, tout le monde me disait, t'es un Juif, t'es un sale Juif, etc. Parce que j'étais étranger. Et que pour eux, tous les étrangers étaient plus ou moins... Les étrangers venant d'Occident étaient alliés d'Israël et donc juifs. Enfin, c'est ce que je raconte dans l'Arabe du futur. Et en fait, très tôt, ça a éveillé une sorte de tendresse pour moi vis-à-vis à la fois des juifs et du problème de l'antisémitisme, etc. Parce que je me dis, mais si j'avais été vraiment juif et que je m'entends répéter toute la journée, t'es un juif, les juifs sont horribles, etc. En fait, tant qu'on l'a pas expérimenté, on peut pas le mentaliser ou savoir ce que ça peut vouloir dire. Et c'est pareil pour l'homosexualité. Je me disais, mais si jamais j'étais au collège, par exemple, j'avais été attiré par les garçons, ce qui aurait très bien pu arriver, à l'adolescence, on sait pas... Comment j'aurais vécu... C'est horrible de s'entendre rejeté uniquement parce qu'on... Donc c'est pour ça que ces deux aspects-là du rapport à ce que c'est qu'être un garçon m'ont éveillé très tôt, en fait, au genre, au fait de me moquer des dominants, de me moquer de tous ces clichés un petit peu, toute cette imagerie du mec. Voilà, c'est un... Enfin, voilà, c'était aussi une manière de réagir. Enfin, c'est ça, de dire, on n'est pas obligé d'être comme on croit qu'il faut être, en fait. Voilà. Je crois que... Moi, ça me plaisait beaucoup d'être hyper obsédé par les filles et de parler comme ça. Il y a pas de problème. Est-ce que t'es pas en train d'écrire, en gros, les BD que t'aurais bien aimé lire quand t'étais adolescent? Mais je vis la vie que je vis. Non, alors il y a tout, c'est tout. En fait, à chaque fois que je prends une décision dans ma vie, je pense à l'ado que j'étais à 14 ans et à ce qu'il en pense. Ça, c'est absolument jamais... Par exemple, le fait que j'ai des lecteurs, maintenant beaucoup de lecteurs et beaucoup de succès, etc. Je pourrais très bien, par exemple, faire moins de livres ou partir très très longtemps en vacances. Ouais. Je sais pas. Mais il y a le mois de 14 ans T'as qui plus fait... trop besoin de dessiner. Attends, ouais, voilà. Je suis devant mon Amiga, je suis à Rennes et je rêve d'être ce que tu deviens et toi tu veux partir en vacances. Non, tu dois faire des BD, c'est pas possible. Moebius, il faisait des super BD. Enfin, il y a toujours ce personnage dans ma tête qui me... Et c'est vrai que tout est relié à l'adolescence dans tous les projets que je fais, dans tous les... Si quelque chose me touche parce que c'est relié à l'adolescence, je vais tout de suite m'y intéresser à... Là, par exemple, il y a un projet, mais je peux pas en parler. C'est vraiment la phrase. Voilà, mais je vais pas en parler. Mais là, il y a un projet. En fait, je pensais que j'étais totalement blindé de toutes parts que je fais que mes propres projets, j'ai trop de travail en plus sur mes livres, etc. Et là, on m'a proposé un truc. J'ai l'impression comme d'avoir une armure, vous savez, avec des plaques en métal partout comme ça, et il y a une flèche qui a traversé cette armure, elle est passée entre deux interstices directement dans mon cœur. Et je ne peux pas faire autrement que de me dire, il faut que je vois où ce projet va aller. C'est obligé. C'est l'adolescent de 14 ans, il était scandalisé que j'ai pu hésiter une seule seconde. Ouais. Il m'a dit non, ça, là, tu plaisantes pas, c'est très important. Tu arrêtes tout, tu te mets tout en pause. Non, je veux pas savoir que t'es en retard sur ta BD, tu arrêtes tout. Et tu vas voir ce truc-là, tu vois ce qui se passe dans ce truc. Donc voilà, c'est toujours, c'est ce petit personnage qui me...
c'est lui que je veux combler en fait quelque part. Je pense c'est ça. Je comprends, mais c'est tellement un but génial en même temps dans une vie. Tu vois, de te dire, toute ma vie, moi, je vais faire en sorte de ravir l'adolescent de 14 ans. Ouais, c'est vrai, j'étais, mais alors est-ce que c'est un, peut-être que je me fourvoie, mais c'est un côté, en même temps, ça me plaît bien parce que j'ai l'impression que tous les trucs excellents de la vie ou les ressentis hyper bien de la vie sont apparus à l'adolescence. Par exemple, les jeux vidéo, par exemple, un truc tout bête. Speedball 2, t'en parles dans... Speedball 2. On a le même âge, Voilà. d'accord, 6 mois d'écart. Bah voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai eu la chance de connaître toute l'évolution. Alors, on a eu la chance de connaître toute l'évolution du jeu vidéo depuis le début. Moi, je me rappelle des CPC 464. Alors, j'ai même eu avant, j'avais eu un Atari XE. Alors, j'en ai pas parlé dans la rap du futur parce que c'était compliqué à mettre, ça noyait un peu le propos. Est-ce que t'avais eu le Pong, là? J'avais pas eu Pong, non. Ouais. Moi, j'étais passé après. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue à suivre. Alors, j'adorerais. Le dernier jeu vidéo auquel j'ai énormément joué, c'était Skyrim sur PlayStation il y a quelques années. Et donc là, ils doivent en sortir un nouveau normalement parce que je calculais qu'à la fin de Skyrim, ils avaient dit il nous faut 7-8 ans pour faire un autre Skyrim. Et je m'étais dit oh là là, combien de Skyrim je peux encore jouer dans ma vie avant de mourir. Quand on sera en maison de retraite, on sera à Skyrim avec un casque de réalité virtuelle. Mais c'est relié directement à l'adolescence parce que je jouais à Black Crypt, Eye of the Beholder, tous ces jeux où on est dans des tunnels toute la journée à tuer des gobelins. Vous souvenez pas, vous les jeunes, mais franchement, le jeu vidéo, c'était une autre époque. Hein. Non, mais et j'ai une affection énorme pour le jeu vidéo. J'adore. Il y a quelques années, je suis allé à Montpellier, j'ai pu rencontrer Eric Chahi que j'en ai parlé sur mon compte Instagram. C'est un immense créateur de jeux vidéo et je reste toujours relié à cette période de l'adolescence et aux émotions qui ont été provoquées à cette période. On est d'accord qu'Eric Chahi, c'est le créateur d'Another World. Another World, le plus grand jeu vidéo de l'histoire. Non, mais ce jeu vidéo. Bien sûr. Terrible à jouer. J'avais rencontré aussi Jordan Mechner, le légendaire créateur qui habite aussi dans le sud de la France, le légendaire créateur de Prince of Persia. Ah, bien sûr. Tous ces jeux pour moi, c'est des gens, des mecs mythiques, des sortes d'incarnations vivantes de l'inconscient collectif. Il y en a certains comme ça qui ont touché à un moment un truc. Voilà. Et c'est vrai que voilà toute cette culture là, je l'adore. Enfin, je continue à la suivre et à la vénérer, on peut dire. Voilà. Ok. Parlons un peu de ton passage au cinéma. Comment se passe l'envie de ta part parce que tu as fait Les Gobelins, donc tu disais que tu as fait une école d'animation. T'as toujours été attiré par l'image qui bouge aussi depuis avant les Beaux Gosses? Alors là aussi, ça fait partie je pense, d'une mégalomanie qui est partagée par beaucoup d'auteurs de bande dessinée ou de dessinateurs que j'avais comme les autres, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré très souvent chez les dessinateurs. Là, il y a toute une tradition du dessinateur qui bosse au cinéma. C'est à la fois des storyboarders, c'est à la fois des concept artistes, des visual designers, et quand j'étais ado, j'adorais tout cet univers de dessinateurs d'ailleurs le père de Bastien Vives, par exemple, Jean-Marie Vives, qui était un matte painter légendaire, il est pas mort, et qui est un matte painter légendaire et qui j'adorais cet univers de type super fort qui bosse au service d'autres réalisateurs. Ralph McQuarrie, enfin voilà, tout cet univers on sentait que c'était des types qui auraient pu avoir des œuvres, enfin, j'avais envie, par exemple, j'aurais aimé que Ralph McQuarrie, qui est celui qui a designé l'univers visuel du premier Star Wars, j'aurais eu envie de lire des bandes dessinées de lui, par exemple, avec ses peintures. Il y avait mais en même temps, il travaillait au cinéma avec George Lucas. Il y avait des acteurs, des actrices. Enfin, il y a toute une voilà. Et en fait, comme beaucoup d'auteurs, de dessinateurs, une part de moi pensait que j'étais capable de faire un film, qu'à un moment j'allais en faire un, que ce serait voilà, je me rappelle très bien de la mégalomanie quand Jean-Pierre Jeunet a fait un Alien, et je m'étais dit un jour on va me proposer un Alien moi aussi, pourquoi pas. C'était voilà, alors que j'étais un impayable minable qui habitait dans une petite chambre mais en fait, comme j'avais un ego qui s'auto-alimentait, que j'étais persuadé
quelque chose allait m'arriver, je vivais avec ces rêves. En fait, je me disais à un moment, je vais faire des bandes dessinées tellement géniales, de science-fiction tellement géniales que Steven Spielberg va vouloir me produire, ou je sais pas. Enfin, et un jour, je me rappelle, j'étais étudiant en art appliqué à Nantes. Et j'avais vu un documentaire sur France 3 qui le midi, en fait, je rentrais chez moi manger. C'était un documentaire où on voyait un reportage sur l'école des Gobelins à Paris et où la présentatrice elle disait « C'est l'école numéro 1 en France. La plupart de ses membres vont travailler ensuite chez Steven Spielberg. » Et alors là, on voit un élève qui prend le téléphone et qui, au téléphone, entend « Ouais, bonjour, nous n'avons pas de place pour l'instant chez DreamWorks, mais dans les mois qui viennent, peut-être, nous pourrons vous proposer quelque chose. » Et donc, l'élève, il faisait « Ah ouais, d'accord, dommage, bon, bah, c'est pas grave. » Et ce ne sera pas pour cette fois, mais le rêve continue. Et en fait, voilà, il y avait tout ce truc-là. Et je me disais, oh là là, il existe une école en France où les mecs, ils téléphonent directement à DreamWorks. Il y a un mec qui a un accent anglais qui peut-être, il y a Spielberg dans la pièce d'à côté qui lui fait no French today, but maybe in 3 months. Et donc, je dis, je dois aller là. Parce que si Spielberg sait que j'existe, il y a un moment, il va dire, I want this Arabic guy. Ray Sadif, you're a genius. We want you in our team. Et donc, en fait, voilà, c'était ça, moi, c'était le truc qu'il y avait dans ma tête. Et j'ai passé le concours des Gobelins. Donc, c'était un concours très compliqué. Enfin, très compliqué, il y avait beaucoup de candidats. Donc, il y avait 3000. Très sélectif, quoi. 3000 candidats, il y avait 20 places. Et il se trouve que je l'ai obtenu, je l'ai gagné, ce qui n'a pas arrangé mon ego, parce que je me suis dit, mais voilà, je le savais. Alors qu'en fait, ce qui était assez marrant, c'est que j'étais sans doute, dans ma promotion des Gobelins, j'étais celui qui dessinait le moins bien. Je sais pas comment dire ça. J'étais pas un très bon élève, d'ailleurs. J'avais du mal à animer, que c'était une école qui formait beaucoup à la technique d'animation. C'est-à-dire, on nous donnait un personnage de Lucky Luke, il fallait l'animer. Il y avait des élèves dans ma classe qui étaient des méga brutes, qui savaient redessiner exactement Astérix en 3/4 qui se tourne et qui, il y a toute une technique, c'est autre chose, quoi. Moi, j'étais pas du tout capable de dessiner d'autres trucs, voilà, mais c'est vrai que se retrouver dans cette école, ça a été un truc aussi, un déclencheur, parce que c'est la seule fois où je me suis retrouvé dans un lieu avec des gens que je trouvais qu'ils me ressemblaient, en fait. Ils avaient la même histoire par rapport au dessin, ils avaient été entre guillemets, des dessinateurs super bons depuis l'enfance, ils étaient au top dans leurs études de dessin avant, ils avaient été sélectionnés c'était un peu comme Top Gun, ouais, tous les mecs, on est tous assis comme ça avec notre crayon, et on a tous les mêmes lunettes et on a l'air complètement débiles, et chacun pense qu'il est au top de son truc et qu'il a des choses que les autres savent pas faire. Mais en même temps, on est tous pareils. On fait partie d'une congrégation. On s'aime pas forcément, mais il y a Iceman, il y a Maverick, il y a Goose, il y a tous les... Et donc c'était assez marrant. Ça donnait une attitude, en fait. Voilà, c'était un endroit très, très intéressant. Il y avait un prof, moi, que j'adorais, qui s'appelait Alain Monclin, qui était un prof aussi à la FEMIS, qui nous donnait des cours de mise en scène, qui est le premier, m'a appris ce que c'était que le sens de l'image, le sens d'une mise en scène, de choisir de mettre la caméra à tel endroit par rapport à un autre, ça avait un sens, etc. C'est des choses que je connaissais pas. Et j'ai adoré les années dans cette école, déjà parce que je m'y suis fait des super copains que j'ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Et aussi parce que, en effet, c'est, par exemple, parmi les gens qui venaient nous faire des mini-conférences, on a eu Ray Harryhausen. Alors, Ray Harryhausen, par exemple, c'est un mythe, je sais pas, c'est un monolithe sacré du cinéma mondial. Il avait été stagiaire, animateur sur le film King Kong, donc le film le plus connu, un des films les plus connus d'histoire. Ensuite, ça avait été un des grands animateurs en image par image. Il avait fait les squelettes dans Sinbad, etc. Enfin, il avait fait tous les effets spéciaux de ces années-là, les meilleures animations. C'est un dieu de l'animation en marionnette. De savoir que ce type qui avait 95 ans venait dans notre école avec ses marionnettes, pour nous parler de son métier, parce qu'il estimait qu'on était un peu comme lui, plus jeune, mais qu'on était de sa trempe. En fait, c'est vertigineux.
il y a un truc, on se dit, ouais, d'accord. Et il y avait plusieurs personnes comme ça qui sont venues. Je me rappelle, il y avait Christophe Serrand aussi, qui était le directeur d'animation de DreamWorks, qui était venu et qui nous parlait. On se disait, ouais, on est de la même trempe que ces types-là. Nous aussi, on pourrait inconsciemment, c'est ce qui se passait dans la tête. Mais c'est peut-être aussi comme ça que tu crées une forme d'ambition chez les élèves et qui a peut-être aussi forgé ton ambition et ton ego démesuré. Non, mais c'est vrai. Mais alors moi, j'avais un ego encore plus démesuré parce que je me disais, un jour, il y aura des mecs aussi bons que Réa Réauzen et que Christophe Serrand et qui travailleront sur mes projets. Je serais pas l'un d'eux, c'est eux je serais comme George Lucas ou comme tous ces, parce que je veux pas être au service d'un autre type au-dessus qui va me dire de faire je sais pas quoi ou qui va pas être content parce que j'ai pas fait ceci. Et moi, c'était, c'était aussi une manière de combler une faiblesse parce que j'avais pas le niveau, en fait, pour être aussi fort que Christophe Serrand et pas le niveau pour être aussi fort que Réa Réauzen, mais je pouvais peut-être faire semblant d'être au-dessus. Je sais pas comment. C'est très particulier, quoi, l'ego d'un dessinateur. Et en même temps, je rêvais d'être auteur de BD. Je voulais faire des BD beaucoup plus que de faire du dessin animé. Voilà, ces choses-là se mélangeaient. Donc évidemment, quand le fait de faire un film s'est déclenché. Comment c'est quoi l'histoire exacte, en fait? C'est la productrice qui vient de voir, c'est ça? En fait, l'histoire est assez simple. Moi, je fantasmais qu'un jour, un producteur ou une productrice de cinéma lise mes bandes dessinées et voit que, en effet, on pourrait en faire un film, quelque chose une comédie et me le propose. Et en fait, très tôt, je me suis dit ça va arriver parce que c'est arrivé à d'autres dessinateurs, c'est arrivé à Lausier, c'est arrivé à Moebius aussi, mais c'est arrivé à Bilal, c'est arrivé à Drouillet, c'est arrivé à... Et en fait, ça m'est arrivé, en effet. Voilà, la productrice Dominique Toussaint, quand j'ai sorti ma bande dessinée Retour au collège, elle avait des ados à cette époque-là, elle a adoré cette bande dessinée, et puis elle m'a proposé d'écrire un scénario si j'étais intéressé, faire un scénario de film. Donc j'étais dans son bureau, en face d'elle, j'étais hyper impressionné parce que j'avais vu plusieurs films qu'elle avait produits. Et elle faisait des super bons films qui étaient extrêmement respectés, en fait, voilà. Et là, l'adolescente de 14 ans dans ma tête m'a dit attends, tu vas pas faire juste le scénario, c'est pas possible. Tu veux être comme George Lucas. George Lucas, il a pas fait de scénario. Enfin, s'il avait... Donc à ce moment-là, j'ai dit à la productrice, j'ai dit à Dominique Toussaint, j'ai dit mais moi j'aimerais bien écrire le scénario, mais j'aimerais bien aussi quand même choisir les acteurs pour pas que ce soit des mecs trop nuls, choisir la musique, choisir l'endroit, les décors, les costumes, faire le truc. Et puis elle m'a dit mais en fait vous voudriez réaliser le film. Et je dis ouais, et je savais pas du tout comment faire, en fait, mais je lui ai dit ça. Et en fait, ça lui a pas du tout fait peur parce qu'elle-même avait produit les films de son frère, donc Jean-Philippe Toussaint, qui est un écrivain, un très grand écrivain et qui n'avait jamais fait d'école de cinéma ou de mise en scène, voilà. Et ça a commencé comme ça. Waouh. Ce film cartonne. Tu aides à découvrir en plus Vincent Lacoste à l'époque, qui était pas du tout connu, et William Begley qui finira par devenir une star après, plus tard. Tu gagnes un César en plus, et 2 ans plus tard tu sors Jackie. Une fois que tu as fait un film qui a cartonné comme ça, j'imagine que l'industrie du cinéma revient te voir en te disant on lui donne carte blanche, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors ce qui se passait, c'est que suite au succès des Beaux Gosses, j'avais le choix entre refaire un film un peu sur les ados ou mais en fait, une part de moi, je crois, profonde, savait que j'avais envie de refaire des bandes dessinées. Parce que je continuais à en faire en parallèle. Je faisais des tomes de Pascal Brutal, je faisais La vie secrète des jeunes, etc. J'avais jamais arrêté de faire de la BD. Et je sentais bien que le cinéma, de par mon expérience, c'était quelque chose d'exceptionnel parce que c'était une histoire de moment. Alors, il y a différentes choses. Il y a des réalisateurs qui peuvent se battre toute leur vie comme des fous pour faire leurs films. Moi, j'étais pas comme ça, en fait. Je me serais pas battu pour faire des films ou et donc, je me rendais bien compte que là, j'avais beaucoup de pouvoir entre les mains après le succès des Beaux Gosses. Et il allait falloir que j'en fasse, que je me suis dit, il faut que je vais faire un film que je ne pourrais pas refaire après, qui n'aurait jamais été refait.
et qui que je peux faire que parce que là, on me dit que et c'était aussi, voilà, c'était le moment. Donc j'ai fait Jackie et Rome Défi, qui a été un échec au box-office terrible, mais qui, je pense, m'a amené vers l'Arabe du futur. Parce qu'aujourd'hui, Juste 2 secondes, mais si vous n'avez pas vu Jackie au Royaume des Filles, c'est une sorte de Cendrillon à l'envers, qui est une utopie où en fait les garçons sont... Une uchronie dystopique. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait l'appeler. Les garçons... Ah ouais, ok. Donc ça se passe dans un monde parallèle, voilà, où c'est les femmes qui ont le pouvoir et les hommes sont... C'est une sorte de patriarcat inversé, mais c'est pas un matriarcat. C'est-à-dire, c'est les femmes qui ont tous les attributs de la virilité patriarcale qu'il peut y avoir dans notre monde. J'ai tout inversé les codes. Enfin, moi, j'ai adoré le film, j'ai trouvé ça trop bien. Après, je pense que c'était avant MeToo, donc c'était en 2014. Je pense que si tu le ressors aujourd'hui, ça a plus du tout... Je pense qu'il n'a pas du tout le même accueil, le film. T'étais trop en avance. Ça me fait plaisir que vous le disiez, mais j'ai pas de... Voilà, moi, c'était important pour moi que je fasse un film qui soit un truc que je pourrais pas refaire. Voilà, je pense que... C'est un peu... Voilà, c'était très important que ça marche ou que ça marche pas, mais alors bon, évidemment, ça n'a pas du tout marché, mais voilà, c'était... Après ça, évidemment, mon téléphone a beaucoup moins sonné. Oui, j'allais dire, après, autant le monde du cinéma t'encense quand t'as fait un film qui cartonne, autant il a tendance à complètement te bouder une fois que t'as fait un échec. Et donc, forcément, tu retournes vers la BD. D'où te vient l'idée de raconter ton enfance comme ça? Est-ce que c'est encore une fois l'adolescent de 14 ans qui dit dis donc, t'as quand même vécu une histoire bizarre? Non, en fait, après Jackie Rome Défi, en fait, mon téléphone ne sonnait plus. J'avais beaucoup moins de copains. Je me rendais bien compte que il y avait des gens qui m'appelaient avant, qui m'appelaient plus. J'avais moins de copains. J'avais des copains qui m'avaient pas envoyé forcément des messages pour me dire. Enfin, je me suis senti un peu seul, disons, à ce moment-là. Mais c'est la solitude de l'échec, c'est normal. Et parce qu'on sait pas comment parler d'un échec. Quand quelqu'un se plante, on se dit, est-ce qu'on lui dit courage, mon vieux, ou enfin, il y a une sorte de silence. C'est la traversée du désert du général de Gaulle. Et donc, suite à ce moment-là, j'ai senti, en fait, que peut-être je risquais de me retrouver dans la position que j'avais au début, où j'avais commencé à faire des bandes dessinées, c'est-à-dire à ne pas pouvoir faire les bandes dessinées que je voudrais faire, en fait. Qu'il y a un moment, il y a des gens qui vont dire, t'es sûr de ça? Non, moi, je n'ai pas envie je veux pas faire ton projet. Parce que ça faisait des années que quand je proposais un projet, on me disait, OK, vas-y, fais-le, c'était super. Là, j'ai senti qu'il se passait, les grands éditeurs m'avaient pas appelé, il y avait pas on me demandait pas, quoi, justement. Et c'est à ce moment-là que Guillaume Allary, donc, le fondateur de Allary Édition, qui était un de mes premiers éditeurs, avec qui on avait fait Retour au collège, à l'époque où il était chez Hachette, montait sa maison d'édition et m'a dit, mais j'ai envie de monter une maison d'édition, mais si je la monte, est-ce que tu ferais des livres avec moi? Et je lui ai dit oui tout de suite, à condition qu'il reste indépendant et que je sois le seul auteur de BD de sa maison d'édition. Parce qu'il il voulait faire des romans, et donc, et que je fasse le livre que je veux, comme je le veux, etc. Voilà. Et donc, il m'a dit oui, bien sûr. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire cette bande dessinée à laquelle je pense depuis très longtemps, sur mes années en Syrie, sur mon père, la famille, etc. Et ça a commencé comme ça, donc un truc complètement solitaire dans un petit coin. Voilà, j'ai quitté, je me rappelle, j'ai quitté l'atelier que je partageais avec Sphare, Blin et Sapin. Je travaillais chez moi. Je me suis un petit peu renfermé dans ma coquille pour. C'était important de te recentrer, c'est ça, à ce moment-là, pour. Oui, certainement. C'est vrai que c'était de décider ce que j'aime vraiment, ce que j'ai envie de faire, comment le faire. Enfin voilà, c'était Et c'est vrai que le tome 1 de l'Arabe du futur est sorti donc 6 mois après la sortie de Jackie Rome Défi, qui avait été un four. Ça a été très très vite en fait. Et ça a été un succès. Ça a été un succès tout de suite. Critique et public également. T'as gagné le Fauve d'Or à Angoulême, etc. Aujourd'hui, ça fait t'as sorti 5 tomes. Là, le tome 5 vient de sortir.
t'en sors un 6e, c'est ça, et après tu boucles l'histoire. Bah oui, voilà, l'histoire a une fin au 6e. Ça va être déchirant en fait, parce que moi j'aimerais bien savoir ce qui se passe après le 6e, quoi. Faut vivre la vie au jour le jour et voir les livres qui arrivent. Est-ce que ça fait envie de savoir qu'il y aura encore 40 tomes, par exemple? Non, pas forcément. On veut savoir la suite. C'est l'histoire qui a envie d'être, qu'on a envie de lire, de déjà, elle arrive peu à peu. C'est pas, faut pas, non, moi je fais des choses les unes après les autres et je pense pas à ce qu'il y aura après. Ça aurait pas encore. Je vais essayer de bien la terminer, ce cycle-là. À bien la terminer dans le sens que le lecteur, une fois qu'il sera arrivé aussi, dit, ah oui, c'est pour ça que c'était comme ça au début. Enfin, qu'il y avait tout un, voilà. On sent que dans le tome 5, je vais pas divulgacher, je sais que tu détestes ça, mais je trouve que pour moi c'est le tome le plus touchant en fait, parce que tu grandis, donc t'es au collège et tu commences à avoir un regard complètement différent sur ton père. Enfin, je trouve que c'est ça aussi l'adolescence quelque part, c'est un moment donné où tu te rends compte que tes parents sont pas infaillibles, et je pense que le regard qui change sur ton propre père au fur et à mesure des tomes est particulièrement touchant, et en plus je trouve que c'est un vrai truc pour les ados aujourd'hui, de se dire regarde, en fait c'est pas si grave de voir ton père comme un être humain finalement. Oui, c'est vrai, ça me fait plaisir. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire. Merci Fabrice. Non mais merci à toi Riyad, c'était vraiment super. Je vais te laisser, il faut que tu ailles faire vivre ta vie. J'ai rendez-vous avec Steven Spielberg, je dois y aller. Un grand merci à toi. Merci je mettrai beaucoup. tous les liens pour commander ton superbe, tous tes albums. Voilà, ce sera comme ça. Un grand merci à toi. Merci Salut. beaucoup, merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.